Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation de votre semaine de trading. Ce nouveau programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but à chaque fois de préparer notre semaine de trading. Vous voyez, donc le programme consiste à revenir sur les faits marquants de la semaine précédente, vous voyez un peu, et par la suite à se projeter sur les semaines à venir, vous voyez un peu, que ça soit sur un plan macroéconomie, vous voyez un peu, sur un plan géopolitique, et bien évidemment, on terminera cette vidéo avec une brève analyse technique, vous voyez un peu, sur les actifs majeurs les plus surveillés en bourse, les plus tradés en bourse, vous voyez un peu. Donc, c'est le principe de notre émission. Donc, j'espère que ce programme vous aide au maximum. C'est la deuxième vidéo de ce programme et j'espère que la première vous a pas mal aidé et j'ai reçu en tout cas pas mal de remerciements venant de ceux qui ont suivi la première vidéo du programme. On a notamment partagé dans cette vidéo pas mal d'opportunités qui ont été visibles, qui se sont présentées tout au long de la semaine qui vient de se terminer, les amis. Donc, sans plus tarder, les amis, on va directement switcher sur les faits majeurs. Vous voyez un peu ces événements macroéconomiques qui ont secoué la bourse la semaine dernière, qui ont secoué les marchés financiers, vous voyez un peu la semaine dernière. Comme vous le savez déjà, la semaine dernière était une semaine marquée notamment par les décisions portant sur les taux d'intérêt des banques centrales majeures. On avait en premier lieu la Réserve fédérale qui est la banque centrale des États-Unis, oui, qui était censée décider de sa politique monétaire, fixer ses taux d'intérêt, vous voyez un peu. On avait également la Banque centrale du Canada, la Banque du Canada, vous voyez, qui était également censé fixer ses taux d'intérêt mercredi dernier, vous voyez un peu. Et jeudi, on avait tout simplement la Banque d'Angleterre, vous voyez un peu. Donc, la Banque centrale au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre qui était censée également fixer ses taux d'intérêt, vous voyez, jeudi dernier. Donc, la semaine a été animée principalement par ces décisions de banque centrale, vous voyez. Et comme j'ai eu à le dire dans la vidéo de la semaine dernière, ces décisions de banque centrale, bien évidemment, allaient provoquer une panoplie de volatilité, une multitude de volatilité sur les marchés. Et bien évidemment, qui parle de volatilité, parle d'opportunités de trading, vous voyez un peu. Donc, on a eu pas mal d'opportunités de trading et on va revenir dessus, Donc, la semaine dernière était marquée par ces événements et comme le marché l'anticipait, bien évidemment, on a eu une baisse des taux de 25 points de base du côté des États-Unis. Vous voyez, passant ainsi les taux d'intérêt de la Réserve fédérale de 4,50 à 4,25. Du côté du Canada, on a également eu une baisse de taux d'intérêt d'environ 25 points de base, passant ainsi les taux d'intérêt de la Banque du Canada de 2,75 à 2,50. Du côté du Royaume-Uni, vous voyez, la Banque d'Angleterre a tout simplement conservé ses taux d'intérêt au même niveau, comme l'anticipait depuis le marché. Donc, nous sommes restés au niveau des 4% comme l'était avant les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Le marché anticipait tout cela, vous voyez. Et bien évidemment, cela a dû causer pas mal d'opportunités, notamment dû à ces divergences de politique monétaire. Vous voyez, on avait la Réserve fédérale qui baissait ses taux d'intérêt de 25 points de base, pendant que la Banque d'Angleterre conservait plutôt ses taux d'intérêt au même niveau, vous voyez un peu. Donc, à travers cette décision de banque centrale, il y avait ces divergences d'opinion, vous voyez un peu, qui a notamment eu à causer pas mal d'opportunités sur le Forex au courant de la semaine pour ceux qui tradent le Forex. Bien avant la décision portant sur les taux d'intérêt des banques centrales, vous voyez les amis, mardi, on a reçu les données sur les ventes au détail principales aux États-Unis. Et comme vous le savez, le moteur de l'économie, c'est tout simplement les ventes au détail. Donc, on a eu les données montrant que les ventes au détail aux États-Unis, pour le compte du mois d'août, ont tout simplement explosé. Vous voyez, le marché s'attendait à ce que les ventes au détail connaissent une hausse de 0,4%.
Pourtant, les données publiées ont tout simplement montré que les ventes au détail ont connu une hausse de 0,7%. Donc, l'économie, en tout cas, comme je le disais, la vente au détail, c'est tout simplement le moteur de l'économie. C'est la consommation au niveau des ménages, vous voyez un peu. Cette donnée-là montre tout simplement que les ménages américains restent confiants, vous voyez un peu, restent confiants envers l'économie. Ils consomment bien, vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas trop de panique à s'effet de ce côté-là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lors du discours de M. Powell, il a dit, c'est vrai, ils ont eu à baisser les taux d'intérêt de 25 points de base, mais ils restent guidés par les prochaines données économiques et tout, vous voyez un peu, parce que on a ces données de vente au détail qui montrent tout simplement que la consommation, elle est au top. Et jeudi, après la baisse des taux d'intérêt, on a également eu les données portant sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis qui ont également été extrêmement positifs. Vous voyez un peu, montrant ainsi que l'économie américaine se porte plutôt bien. Vous voyez un peu, le marché de l'emploi, c'est vrai, nous avons déjà des petits signes de fébrilité, mais il n'y a pas d'urgence à se faire. Vous voyez, il n'y a pas d'urgence. Vous voyez un peu. Donc, les inscriptions hebdomadaires aux demandes d'allocation chômage publiées jeudi ont tout simplement montré que 231 000 ménages américains ont demandé une allocation au chômage. Pourtant, le marché s'attendait à ce que 241 000, vous voyez un peu, demandent cette allocation. Et la semaine précédente, cette donnée, on a eu des demandes d'environ 264 000, vous voyez un peu. Donc, vous voyez, entre la semaine précédente et la semaine passée, vous voyez un peu, on a eu plutôt une baisse des demandes d'allocation au chômage. Comme quoi, ce que je disais, le marché de l'emploi, bien sûr qu'il présente des signes de fébrilité, mais on n'est pas dans une situation d'urgence, vous voyez un peu, on n'est pas dans une situation d'urgence. C'est pour cette raison que lors du discours de Monsieur Powell pendant le FOMC, il a tout simplement dit qu'il restait concentré sur les données économiques et que seules ces données économiques-là devraient le guider, vous voyez un peu. Et rappelons que l'inflation aux États-Unis reste tout de même loin de l'objectif des 2% que vise la Réserve fédérale. Parce que c'est vrai, la trajectoire est baissière, les amis, mais il faut bien évidemment reconnaître que cet objectif reste tout de même loin des 2%, parce que nous sommes aujourd'hui à 3% d'inflation, 3% aux États-Unis. Pourtant, l'objectif de la Réserve fédérale est tout simplement de maintenir cette stabilité des prix à 2%. Vous voyez un peu. Donc, on reste tout de même loin de cet objectif. Et le marché de l'emploi, c'est vrai, présente des petits signes de fébrilité, mais le taux de chômage aux États-Unis est en dessous des 4%. Vous voyez un peu. Donc, vous comprenez que il n'y a pas cette situation d'alerte, il n'y a pas cette situation d'urgence, vous voyez un peu. Donc, la Réserve fédérale pourrait bien prendre son temps dans son processus de baisse de taux d'intérêt. Et par la suite, jeudi, comme je le disais, on a eu ces inscriptions hebdomadaires au chômage. On a également eu la décision de la Banque d'Angleterre portant sur ses taux d'intérêt. Donc, elle a décidé tout simplement de garder ses taux d'intérêt à 4%, comme ce qui était attendu par le marché, vous voyez un peu. Et cela est dû principalement à l'inflation qui reste importante au Royaume-Uni. Et rappelons que la Banque d'Angleterre n'a pas ce double mandat comme la Réserve fédérale. La Banque d'Angleterre a principalement ce mandat de veiller à la stabilité des prix. Vous voyez, pourtant, au niveau de la Réserve fédérale, il y a ce double mandat, celui de veiller à la stabilité des prix et rechercher la croissance économique tout en ayant le plein emploi. Donc là, ce sont les événements macroéconomiques qui ont tout simplement eu à secouer les investisseurs tout au long de la semaine dernière. Vous voyez un peu, les amis. Ce qu'on peut résumer très rapidement, c'est qu'on a eu une baisse des taux de 25 points de base du côté des États-Unis, tout simplement parce que l'inflation est sur une bonne trajectoire baissière, vous voyez un peu, et le marché de l'emploi présente des signes de fébrilité. Mais des signes de fébrilité qui ne sont
tout de même pas des signes d'urgence, vous voyez un peu. On a des données comme celui des ventes au détail qui montrent que l'économie américaine se porte plutôt bien. Les ménages sont tout simplement confiants à l'économie et ils continuent de consommer bien, les amis. On a également eu les données comme les demandes d'allocation au chômage qui ont montré que le marché de l'emploi n'est pas dans une situation d'urgence. Ce qui fait en sorte que la Réserve fédérale pourrait bien évidemment prendre le temps dans son processus de baisse des taux d'intérêt. Donc là, c'est le petit résumé qu'on peut faire bien évidemment pour les nouvelles macroéconomiques qui ont eu à secouer nos marchés la semaine dernière. Pour ce qui est des nouvelles macroéconomiques, il va falloir suivre tout au long de cette semaine. Pour la journée des mardis, les différents intervenants sur le marché devraient tout simplement suivre les données PMI manufacturées aux États-Unis qui seront publiées à 15h45. Et par la suite, on va tout simplement avoir un discours de Monsieur Powell, vous voyez un peu, ce même mardi, plutôt dans la soirée à partir de 18h35. Donc, pour la journée des mercredis, on devrait suivre également les ventes de logements neufs. Vous voyez un peu, ce sont bien évidemment les données macroéconomiques qui nous permettent également de comprendre la situation réelle des ménages américains, vous voyez un peu. Donc, on va tout simplement suivre ces ventes de logements neufs aux États-Unis, vous voyez un peu. Donc, si on a bien évidemment des données supérieures aux attentes, ça va tout simplement montrer que les ménages américains continuent de dépenser, vous voyez un peu. Et lorsque les ménages continuent tout simplement de dépenser, c'est parce qu'ils sont confiants envers l'avenir, c'est parce qu'ils sont confiants envers l'économie, la situation actuelle, vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi on a eu à interpréter ces données également des ventes au détail de façon positive. Ouais, un peu. Donc, par la suite, pour la journée de jeudi, on va très tôt le matin recevoir également la décision de la Banque nationale suisse sur les taux d'intérêt. En Suisse, vous voyez un peu, le marché anticipe que la Banque nationale suisse il conserve ses taux d'intérêt tout simplement à 0%. Vous voyez un peu, les amis. En soirée, on va recevoir les données portant sur le PIB aux États-Unis pour le compte du deuxième trimestre. Vous voyez un peu, le marché s'attend à ce que ces données-là soient restées à 3,3% comme ce qu'on a obtenu au premier trimestre. Vous le savez, le PIB, c'est la production intérieure brute, vous voyez un peu. Donc, c'est l'ensemble de toutes les valeurs créées par l'économie américaine. C'est tout simplement le premier indicateur économique que surveillent les différents économistes, les investisseurs, les différents intervenants sur les marchés en tout cas. Vous voyez, donc le marché s'attend à ce que le PIB au deuxième trimestre ait connu une hausse de 3,3% comme ce qu'on a eu à connaître durant le premier trimestre de l'année. Donc, à la même heure, on va recevoir également les inscriptions hebdomadaires au chômage. Le marché s'attend à ce que 235 000 ménages américains ont eu à demander une certaine allocation au chômage. Vous voyez un peu, on a eu à voir un peu plus haut que la semaine passée. On a obtenu une demande venant de 231 000 ménages américains. Et par la suite, on va tout simplement recevoir à 16h les ventes de logements existants, vous voyez un peu. Donc, c'est toujours l'une des données qui permet, vous voyez un peu, de savoir tout simplement si le ménage américain continue à avoir confiance en l'économie. Et également les données qui vont nous permettre de pouvoir tout simplement jauger la situation réelle de l'immobilier américain. Pour la journée de vendredi, on va commencer avec un discours de Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque centrale européenne. Donc, elle va avoir un discours aux environs de 11h30 et par la suite, on va tout simplement recevoir les données PCE ou un peu les données PCE sur l'indice des prix à la consommation. L'une des données préférées en tout cas de la Réserve fédérale parce que cette donnée-là permet tout simplement d'identifier l'inflation qui est supportée réellement par le ménage américain. Un peu. Donc, on va recevoir ces données-là vendredi à 14h30 et le marché s'attend à ce que pour le mois d'août, que les ménages américains aient connu une hausse des prix d'environ 0,2%, légèrement inférieure aux 0,3% obtenus au mois précédent. Pour des données annualisées, vous voyez un peu, le marché s'attend tout simplement à ce que cette inflation, le PCE Core, l'IPC Core, vous voyez un peu, soit resté tout simplement aux environs de 2,9%. Ouais, comme j'ai eu à le dire, ces données restent l'indicateur préféré de la Réserve fédérale, tout simplement parce que
cette donnée nous permet de jauger un peu, cette donnée nous permet tout simplement de savoir vraiment quel est le niveau d'inflation supporté par les ménages américains, un peu par l'américain lambda. Donc les amis, là, ce sont les nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir suivre tout au long de cette semaine. Et n'oubliez pas, bien évidemment, le contexte dans lequel nous évoluons, nous évoluons actuellement dans un contexte où la Réserve fédérale attend tout simplement plus de données pouvant bien évidemment l'inciter soit à conserver ses taux d'intérêt les prochains mois ou à continuer dans son processus de baisse de taux d'intérêt, un peu. Et il faut rappeler que l'inflation, bien qu'il soit dans une trajectoire baissière, reste tout de même loin de l'objectif de 2% que s'est fixé la Réserve fédérale. Et le marché de l'emploi, bien qu'il présente des signes de fébrilité actuellement, nous l'avons remarqué avec les précédentes données, nous ne sommes tout de même pas dans une situation d'urgence. On reste en dessous des 4% de chômage aux États-Unis, ce qui reste tout de même excellent, vous voyez un peu. On a également vu que la situation économique à travers les données comme celui des ventes au détail ont tout simplement montré que l'économie américaine continue de se porter bien. Les ménages américains continuent d'avoir confiance envers l'économie, vous voyez un peu, ils continuent de consommer, vous voyez un peu, ce qui traduit tout simplement leur confiance envers l'économie. Donc les amis, là, c'est le contexte dans lequel évoluent les marchés, vous voyez un peu. Donc on va également se positionner dans cette posture qui consiste tout simplement à suivre ces données, question de les interpréter, question d'anticiper les prochaines décisions que pourra prendre la Réserve fédérale concernant sa politique monétaire. Donc les amis, là c'était tout pour cette deuxième partie, les nouvelles macroéconomies qu'il va falloir suivre tout au long de la semaine. On va maintenant switcher bien évidemment sur une brève analyse technique, vous voyez un peu. On va commencer par l'indice du dollar. Vous voyez, parce que, comme vous le savez, tous ces instruments financiers sont généralement indexés en dollars. Donc, analyser le dollar revient bien évidemment à pouvoir anticiper, vous voyez un peu, ce qui peut potentiellement se passer sur ces autres instruments. Donc, du côté de l'indice du dollar, on peut tout simplement remarquer le fait que le marché soit revenu tester le dernier plus bas. On a fait un nouveau plus bas, vous voyez un peu, à 96,23 points. Vous voyez un peu, le marché a fait ce nouveau plus bas annuel durant le discours de Monsieur Powell mercredi dernier. Mais après avoir fait ce nouveau plus bas, on a tout simplement repris une forte accélération haussière. Vous voyez un peu, on a repris une forte accélération haussière, comme quoi cette cassure du dernier plus bas était tout simplement une recherche de stop, parce qu'il y avait énormément d'ordres vendeuses en dessous, bien évidemment, de cette résistance, vous voyez. Donc j'ai bien illustré cette résistance à ce niveau. On l'a brisé là, on est revenu exécuter toutes ces ordres là, et par la suite on a tout simplement connu cette forte hausse. Regardez, en daily, on peut tout simplement remarquer cette divergence haussière. Regardez, on a ce dernier plus bas, vous voyez un peu ce niveau qui restait le dernier plus bas avant la cassure de celui-ci, vous voyez un peu, vous voyez, on a ce niveau là et on est revenu faire un nouveau plus bas là. Mais regardez au niveau du RSI, au niveau du RSI on connaît plutôt une hausse, vous voyez un peu, donc ce qu'on appelle divergence haussière du RSI, ce qui bien évidemment laisse présager suivant une potentielle reprise à la hausse, ou un peu qui laisse présager suivant un changement de tendance, ou un peu. Et sur les plus bas, on a tout simplement une configuration, vous voyez, on a un joli marteau là et une configuration en étoile du soir, vous voyez un peu, qui sont bien évidemment les configurations qui, lorsqu'elles apparaissent sur des plus bas, on peut s'attendre à une potentielle reprise du marché, vous voyez un peu les amis. Donc vous voyez que c'est vrai, on reste en dessous de la moyenne mobile, mais cette impulsion est plutôt bonne, vous voyez un peu, cette impulsion est plutôt bonne. Et regardez le RSI, on est plutôt en train d'approcher la zone de neutralité, vous voyez un peu. On est plutôt en train d'approcher la zone de neutralité, ce qui n'a pas été fait depuis, vous voyez, depuis d'abord le 30 juillet, vous voyez un peu, et depuis également le mois de mars, vous voyez un peu. Donc, s'il arrivait qu'on brise, qu'on repasse vraiment au-dessus de cette zone de neutralité du RSI en daily, ce serait peut-être un bon signal de retour à la hausse, vous voyez un peu, pour notre ami dollar. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur cet indice du dollar, le DXY. On va maintenant switcher sur l'euro-dollar, vous voyez un peu la paire de devises majeures, pour regarder également ce qui se passe de ce côté-là. Regardez, sur l'euro-dollar, on a bien évidemment ces divergences qui ont également été visibles, vous voyez, donc
Si on passe en daily, vous allez voir cela. Vous allez facilement voir cela. Regardez, au niveau de notre ami euro-dollar, il y a cette forte divergence. Vous voyez, on a été haussier là, ou un peu entre ces deux sommets, mais regardez le niveau du RSI. On est plutôt baissier. Donc, je vais prendre mon crayon là. On a été haussier là, ou un peu. Mais au niveau du RSI, donc on est plutôt baissier, ouais un peu. Donc là, ce sont également des signes qui laissent présager que on pourrait bien évidemment connaître une correction, ouais un peu, ou un potentiel changement de tendance. Donc là, c'est ce qui est du côté de l'euro-dollar. On va aller en 4 heures pour regarder la tendance court terme, ouais un peu. Donc en 4 heures, regardez, on est déjà en train d'affronter, on l'a même brisé, la zone de neutralité. Vous voyez, on est pratiquement en train de passer en zone de vente en 4 heures sur l'euro-dollar. Vous voyez un peu cette divergence là, vous voyez comment elle a été visible en 4 heures. Ouais, on connaît une grosse hausse comme ceci, mais au niveau du RSI, c'est plutôt une baisse. Ouais, un peu au niveau du RSI, c'est plutôt une baisse. Donc, ce qu'on va bien évidemment surveiller, c'est cette zone fétiche des Fibos. Ouais, un peu cette zone fétiche des Fibos. Ouais, un peu. Donc, on va surveiller ces zones. Et il y avait également une ligne de tendance que j'ai eu à marquer là. Donc, je vais, voilà. Donc, on peut prendre cette ligne de tendance. Voilà. Vous voyez, cette ligne de tendance haussière, c'est cette ligne de tendance qui a accompagné ces derniers mouvements. Vous voyez un peu. Donc, on va suivre cette ligne de tendance haussière là. Vous voyez un peu. Si on a un marché qui brise à la fois cette ligne de tendance et cette zone fétiche de Fibos, vous voyez un peu. Dans ce niveau, on peut bien évidemment se positionner en tant que vendeur à découvert sans toutefois craindre les retombées, vous voyez un peu, en étant serein. Bien évidemment, il faut à chaque fois trouver le juste milieu entre cela, et cette approche technique et cette approche fondamentale. Comme j'ai eu à le dire, on va continuer à suivre les données macroéconomiques. Bien évidemment, on va continuer à suivre ces données macroéconomiques avant de prendre, bien évidemment, des décisions d'investissement. Donc là, c'est ce qui est de l'euro-dollar. Vous voyez les amis, on va switcher sur le S&P 500. Donc on va prendre bien évidemment le S&P 500. On va également essayer de l'analyser. Vous voyez un peu. Donc du côté du S&P 500, si nous essayons d'avoir notre graphique là, tout est positif, vous voyez, tout est positif, on est tout simplement en train de battre des nouveaux sommets, vous voyez un peu. On a des données bien évidemment qui ont montré au courant de la semaine passée que l'économie américaine continue de bien se porter, vous voyez un peu. On a également obtenu la première baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, vous voyez un peu. Donc tout est positif en tout cas pour le S&P 500, vous voyez un peu, tout est positif. Donc vous voyez le S&P 500 qui ne cesse d'exploser et on va surveiller potentiellement ce niveau des 6744 points, ou un peu. On va suivre ce niveau que nous propose l'outil Fibonacci. Ce premier niveau a été atteint, ce second niveau a été atteint, et pour le moment, il y a ce troisième niveau que nous offre l'outil Fibonacci. Ouais, les amis. Donc, là, c'est également ce qu'on peut dire du S&P 500. La tendance reste haussière et bonne. Et regardez également au niveau du RSI, il y a pas grand chose à dire. C'est vrai, des petits signes de divergence, mais regardez, le RSI est tout simplement orienté à la hausse. Vous voyez un peu. Comme jamais, le RSI est tout simplement orienté à la hausse comme jamais. Donc là, c'est ce qu'on peut également dire du S&P 500, les amis. On va terminer avec notre ami Bitcoin. On va prendre également notre ami Bitcoin, essayer de regarder ce qui se passe de ce côté-là. Voilà, donc du côté de notre ami Bitcoin, j'ai eu à le dire dans la vidéo dernière, vous voyez, il n'y a que cette zone qui peut m'inquiéter, la cassure de cette zone qui peut m'inquiéter. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone, vous voyez un peu, c'est-à-dire au-dessus des 105 000 $, vous voyez un peu, tout est positif du côté du Bitcoin. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette zone, tout est positif au niveau du Bitcoin. C'est vrai qu'il y a des petits signes de divergence, bien évidemment, il y a des petits signes de divergence baissière, mais on reste regarder au niveau du RSI. Regardez, si j'ajoute là ma zone de neutralité, un instant, si j'ajoute ma zone de neutralité là, vous voyez, bon, je vais essayer, voilà.
Si j'ajoute ma zone de neutralité là, vous voyez que on reste bien évidemment au-dessus de celle-ci. Donc, le marché reste tout de même acheteur. Vous voyez un peu, le marché reste acheteur. Donc, ce sera en cas de cassure de cette zone et également un RSI qui repasse complètement en dessous de cette zone, ou un peu, et qui revient tester cette zone de neutralité comme ceci, et que j'observe bien évidemment un repousse du côté de la zone de neutralité, que je vais potentiellement changer mon scénario du côté du BTC. Il faut également faire attention à ce que cette formation ne soit pas une formation en double bottom. Vous voyez, on a ce premier bouton là, vous voyez un peu, donc il faut faire attention à ce que cette deuxième formation ne soit pas tout simplement la formation du deuxième bouton. Un peu. Donc, il va falloir surveiller également cela. Mais comme j'ai eu à le dire, ce sera en cas de cassure de cette zone fétiche des Fibo que je pourrais potentiellement revoir mon orientation du côté des Bitcoin. Et actuellement, tout est également positif, que ce soit sur un plan macroéconomique. Baisse des taux d'intérêt est tout simplement positif du Bitcoin. Situation économique parfaite aux États-Unis est tout simplement positif pour le Bitcoin. Un peu. Donc, les amis, là, ce sont nos petites projections qu'on peut faire par rapport à ces différentes classes d'actifs, les actifs les plus suivis en bourse. J'espère que vous avez appris pas mal de choses durant cette vidéo et que vous allez tout simplement pouvoir appliquer tous ces conseils-là durant cette semaine qui s'annonce plutôt intéressante en bourse et que elle va vous permettre de générer tout simplement de la performance. Vous aurez compris à travers cette vidéo que je ne trade bien évidemment que lorsque j'ai des arguments extrêmement solides sur un plan purement fondamental qui vont en phase avec ce que j'ai également sur un plan purement technique. Et c'est dans cette optique-là que nous essayons de vous accompagner, un peu. Nous vous conseillons bien évidemment à opter cette optique-là, tout simplement parce qu'elle va vous permettre d'entrer sur le marché en ayant vraiment des solides arguments, un peu, en travaillant comme un professionnel des marchés. Donc là, on va s'arrêter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker, partagez-la autour de vous, bien évidemment. Vous avez des amis traders qui souhaiteraient tomber sur une vidéo pareil, partagez cette vidéo autour de vous. Et si vous souhaitez tout simplement passer votre trading à un niveau supérieur, n'hésitez pas, vous avez mon contact WhatsApp en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas de me laisser un message pour tout simplement prendre un accompagnement chez nous. D'ici à là, les amis, je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés financiers. À très bientôt, les gars.